Vous présenter tout ça? Ok, merci. Moi, je suis David Boucher, je suis responsable du pôle d'expertise cybersécurité chez Adista. Et puis, on va faire une première partie où on va vous présenter un peu cette vulnérabilité au nom barbare de Log4j. L'idée, c'est de revoir un peu quels sont les risques, comment elle peut être exploitée. Et puis ensuite, je repasserai la main à Olivier et puis un certain nombre d'autres interlocuteurs qui vous feront des démonstrations en live en fait, de l'exploitation de cette vulnérabilité. Et puis, en conclusion, on vous proposera quelques axes de travail pour réduire l'exposition. Cette vulnérabilité, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une RCE, c'est-à-dire que c'est une vulnérabilité qui permet d'exécuter du code à distance, et notamment par le biais d'une bibliothèque de journalisation qui est développée par Apache. Alors attention, pas d'amalgame, hein, ça ne veut pas dire que ce sont les serveurs Apache qui sont impactés, ils peuvent l'être, mais c'est bien une bibliothèque de Java. Cette vulnérabilité permet aux attaquants de prendre la main à distance sur une machine qui serait vulnérable. Rapidement, les quelques exploitations les risques liés à l'exploitation qu'on a identifiés. Donc, plusieurs éléments en fait sur ce slide qui sont très importants. La sévérité en fait de la criticité, pardon, en français, de la vulnérabilité est de 10, ce qui est le score maximum, hein, c'est 10 sur 10, hein, c'est sur une échelle de 0 à 10. L'autre élément important, c'est la partie qui est en orange, c'est qu'on a une exploitation qui est possible sans authentification. C'est-à-dire qu'en gros, l'attaquant n'a pas besoin de disposer d'un compte pour attaquer une machine vulnérable. Et les principaux risques qu'on a identifiés, c'est effectivement le déploiement de ransomware, de botnets. Alors les botnets, ça peut être également à travers des mineurs de crypto-monnaies. Mais le risque principal, c'est celui du ransomware. L'exfiltration de données, bien évidemment, ça aussi, c'est relativement important. Et puis, la troisième, c'est la prise de contrôle à distance, puisque finalement, vous allez voir que dans le mécanisme d'exploitation de cette vulnérabilité, l'attaquant peut prendre complètement possession d'une machine sans contrainte particulière. Encore quelques éléments qui sont de nature à nous faire un peu frissonner. Globalement, on a plusieurs millions d'applications qui sont basées sur cette bibliothèque qui sont concernées. Donc, inutile de vous dire que la chasse va être longue. Le constat que l'on fait également en parallèle en fait, de cette densité du parc qui est concerné, c'est qu'il y a également une exploitation massive en fait, de cette vulnérabilité, puisqu'il y a déjà plusieurs centaines de tentatives par minute qui sont identifiées, de tentatives d'exploitation de cette vulnérabilité. Pour tous concernés, on a pris quelques exemples hein, de sites qui avaient été ciblés, donc Apple, WebEx de Cisco, Tesla directement, Twitter, LinkedIn. On s'est arrêté là parce qu'il y en a beaucoup, d'autres. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a énormément d'applications qui sont vulnérables. Ouais, ce qui est intéressant de noter, parce que, et vous le verrez dans la démonstration, c'est l'extrême simplicité hein, pour pouvoir prendre ces copies d'écran. Les attaquants, entre guillemets, ou les testeurs, là, dans ce cas-là, ont simplement écrit une chaîne de caractères dans n'importe quel champ disponible sur l'interface. C'est aussi basique que ça en termes d'usage. Alors justement, cette prise de main à distance, comment ça se passe et l'exploitation de cette vulnérabilité. Globalement, on a un attaquant qui repère un serveur cible et qui va, via une méthode HTTP, faire une injection et il va injecter en fait la chaîne de caractères qui commence par le dollar là, que vous avez à l'écran.
Ensuite, ce serveur qui est vulnérable parce qu'il utilise la librairie en question, donc va procéder à la journalisation. Et donc, la chaîne en question va être passée directement à la librairie Log4j, qui va ensuite l'interpréter et tout simplement, alors dans le cas présent, là, on a utilisé une adresse qui est ldap.evil.xa. Vous allez la retrouver, en fait, elle se propage et l'idée, c'est d'établir une connexion finalement avec, avec ce serveur malicieux. Et donc, on voit que finalement, on arrive à utiliser, à faire une boucle et à injecter progressivement en fait cette adresse. Olivier, je ne sais pas si tu vois des éléments supplémentaires. Non, c'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que cette chaîne, elle peut être à différents endroits. Là, dans l'exemple qu'on voit à l'écran, c'est une chaîne sur laquelle on renseigne un champ particulier du protocole qui permet à un serveur web finalement de savoir de quelle page on vient pour aller vers quelle page. Mais on pourrait utiliser n'importe quel autre champ du protocole, le champ d'authentification, n'importe quel autre champ caché et potentiellement une source d'exécution de l'attaque. Oui, on a vu des démonstrations sur des champs de saisie de login, par exemple. Donc, ça peut, encore une fois, ça arrive très très tôt dans le processus d'authentification. Et donc, ça ne nécessite pas d'être authentifié. Ce qui est quand même, ce qui donne une exploitabilité extrêmement grande. Démonstration? Alors, une petite démonstration, ou plusieurs petites démonstrations, je veux bien que tu passes Ouais. le slide ci-après, pour vous démontrer basiquement comment ça fonctionne et du coup, comment s'en protéger. Donc, vous voyez représenté à l'écran à peu près, de manière schématisée, l'environnement de démonstration qu'on va utiliser. Donc, nous, on va se mettre dans la position du monsieur au chapeau noir, donc du pirate, qui est sur Internet et qui va aller corrompre deux types de serveurs. Un serveur web que vous trouvez en DMZ, donc protégé par un pare-feu, mais qui répond au protocole HTTP ou au protocole HTTPS. Mais également, nous allons faire une démonstration en faisant la corruption d'un serveur interne, donc un serveur qui n'est pas directement exposé sur Internet, qui est potentiellement derrière deux ou trois autres couches de protection, mais qui est utilisé par un serveur web ou un autre serveur applicatif. Donc, on envoie une information, elle est traitée par un serveur web qui est potentiellement non vulnérable, mais lui, utilisant des ressources internes applicatives extérieures, il va propager l'information, et donc l'attaque va pouvoir se répercuter dans des zones qu'habituellement, on protège des fois un petit peu moins parce qu'on les considère moins exposés, puisque n'étant pas directement en communication avec Internet. Vous voyez apparaître un petit serveur sur Internet qui s'appelle DNSLog. On reviendra dessus. Ça fait partie c'est un petit outil qu'on a développé, qu'on va vous mettre à disposition, qui permet de détecter l'attaque et de la tester sans jouer réellement l'attaque sur vos machines. L'idée est toute simple. Si l'attaque réussit, que ce soit sur le serveur web ou sur le serveur applicatif, le principe que nous montrait David, c'est que le serveur va tenter d'aller télécharger un bout de code pour l'exécuter à nouveau. Et pour aller télécharger le bout de code, il va faire une requête DNS pour connaître l'endroit, l'adresse IP de la machine à laquelle s'adresser. Et donc, il va s'adresser à un serveur DNS. Et en mettant ce serveur DNS à cet endroit-là, on va pouvoir récupérer le fait qu'une machine a essayé de se connecter ou n'a pas essayé de se connecter. Donc, quatre petites démos, 5 petites démos, il manque une ligne. La première, c'est Alain qui va prendre la main et qui va nous montrer que les outils classiques de scan, et évidemment les moins classiques, les outils un peu plus underground, sont prêts, détectent les serveurs qui ont un problème de vulnérabilité. En tout cas, pour les choses les plus vulnérables, pour les attaques protocolaires. Les attaques un petit peu plus complexes de type injection sont un peu plus difficiles à reproduire, mais l'outillage classique déjà fonctionne. On vous présentera très rapidement ce que c'est que DNSLog et on l'utilisera de deux manières. Compromission protocolaire d'un serveur web exposé sur Internet et compromission d'un serveur applicatif interne. Et là, tout simplement, on va vous rejouer une vulnérabilité qui était présente sur notre serveur Symbiose. Alors Symbiose, si vous ne connaissez pas, c'est notre serveur
c'est notre service de téléphonie mobile pour faire de la téléphonie classique, de la 4G, du backup, etc. Notre serveur était vulnérable. Alors, je vous rassure, il a été patché très tôt. Mais on a gardé un serveur de pré-production qui est vulnérable de la même manière. On va rejouer le test sur ce serveur pour vous le démontrer. Alain, c'est à toi. Et donc la ligne qui manque, évidemment, je vais encore l'oublier une dernière fois, on vous montrera aussi comment détecter sur un serveur le fait que cette librairie compromise, Log4j, elle est présente et sa version et la manière de rapidement désactiver son fonctionnement. Alain, tu peux prendre la main si tu veux. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je vais vous démontrer. Nous avons, alors avec Jérôme et d'autres personnes, nous avons développé un faux site qui a la vulnérabilité Log4j. Et en fait, via Burp, qui ont sorti un plugin très récemment, puisque c'est hier même, juste hier soir, ils ont fait un plugin qui nous permet de détecter sur un site web comment est détecté le Log4j. Alors, je fais un petit copier-coller ici, voilà. Donc, on va faire un nouveau scan. D'accord. On donne simplement l'URL tout simplement du site web. Ensuite, dans Scan Configuration, je vais charger la librairie Log4j qui est ici. Voilà. Je fais application login, j'en ai pas besoin. Voilà. Et ensuite, donc le scan va être lancé immédiatement. Et on va voir ici qu'il va y avoir, voilà, il va y avoir un critical qui va se déclencher d'ici quelques secondes. Il est en train de lancer beaucoup de requêtes à la fois pour tester plein de choses. Et entre autres, ce plugin dédié pour cette extension Log4j. Et on va voir le critical qui va apparaître. On a aussi Nessus qui est un autre outil et qui fait aussi de la détection. Ils ont sorti eux aussi hier ou avant-hier, je crois, un plugin qui permet de détecter toujours cette vulnérabilité. Là, on va en avoir encore. Pendant que la solution travaille, Alain, il y a une question dans le chat. Oui. Savez-vous si OpenVAS peut aussi analyser de façon automatique? Alors, je ne sais pas si OpenVAS, ils ont développé un plugin qui permet de le faire. Dans tous les cas, vous voyez, voilà, ça y est, elle est trouvée. Log4j Critical CVE 2021. OpenVAS, c'est une communauté qu'il y a derrière. Et je ne sais pas s'ils ont développé le plugin. Très honnêtement, il faut regarder sur le site de OpenVAS. Je ne le sais pas. Honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas du tout. Bon, il faut vérifier et effectivement, ces plugins évoluent beaucoup. Le plugin Nessus, on l'a vu évoluer plusieurs fois ce week-end. Malgré tout, je vous encourage à ne pas considérer que le résultat de ces tests, quel que soit l'outil et sa version, est une preuve probante que vos serveurs ne sont pas vulnérables. La démonstration qu'on va faire juste après sur le serveur Symbiose, si on fait tourner Burp ou si on fait tourner Nessus sur ce serveur aujourd'hui, il ne vous trouvera pas de vulnérabilité. Simplement parce que Burp et Nessus utilisent un certain nombre d'injections au niveau du protocole et que le serveur en question n'est pas vulnérable d'un point de vue protocolaire, puisque c'est un serveur web qui n'utilise aucune couche Java, mais qui derrière fait appel à des services back-end qui utilisent du Java. Donc ces outils peuvent aider à détecter, mais j'ai envie de dire, ils permettent d'éliminer le gros de la détection que fait un hacker de manière un petit peu systématique à l'extérieur. C'est à peu près le même type de scans qui sont réalisés, donc ça permet de se prémunir, j'ai envie de dire, sur la masse, et on voit un nombre d'attaques extrêmement important sur les réseaux et sur les réseaux Avista en particulier, enfin notamment, c'est pas en particulier, mais notamment sur ceux Avista. Donc on vous encourage déjà à vérifier ça, puis après d'utiliser d'autres techniques. Voilà, donc du coup, ensuite, je termine et puis après, c'est fini pour ma démo. Burp est capable de nous faire un petit rapport de scan en nous disant et en nous expliquant exactement ce qu'il a pu passer comme commande. C'est ce que disait David tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un $JND lab
LDAP et ensuite la commande qui est passée. Donc à partir de ce moment-là, il génère de manière aléatoire une commande et on voit que le serveur est vulnérable. Voilà. J'en ai fini. Si vous Merci voulez Alain. reprendre la main, je Une vous en petite prie. question par rapport au test là, que tu as réalisé, Alain. Oui. La page web de test est-elle développée en Java G-Spring ou c'est une page web standard? Ça, c'est C'est plutôt pour Jérôme, peut-être, non? C'est une page web standard et c'est en fait la page qui a été donnée comme proof of concept par une société qui s'appelle, je vais vous le dire, c'est une société de sécurité qui en fait a fourni un Dropbox, qui a fourni, pardon, pas un Dropbox, un Docker, et du coup ça nous permet de tester si les plugins sont pérennes ou pas, tout simplement. Voilà. Alors, pour répondre précisément à la question, je ne saurais pas répondre parce que je ne sais pas ce qu'ils ont déployé pour développer ça. La page affichée est du HTML classique. En fait, c'est le serveur web Java qui reçoit la requête, qui log donc via Log4j2, qui log dans un fichier l'information qu'on a mis dans l'entête. Donc, résultat, le serveur traite cette entête et le traitement de cette entête fait que Log4j va exécuter le code qui est demandé, si c'est plus clair. Merci, Jérôme. Une petite question par rapport à la version de Log4j qui, du coup, corrige le problème. C'est à partir de quelle version qu'on est protégé? Alors, à partir de la 2.15 et maintenant de la 2.16, c'est ce qui est indiqué dans le chat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est au-dessus de 2.16, ils ont sorti, je crois, aujourd'hui ou hier soir, la version 2.16 et vous pouvez patcher si vous pouvez. Voilà. Donc, la recommandation, c'est 2.16. OK. Oui, la recommandation, c'est 2.16 pour moi aujourd'hui. C'est ce qui va corriger cette vulnérabilité. Par rapport au schéma qui a été présenté tout à l'heure, est-on encore vulnérable même derrière un pare-feu déjà patché? Alors, un pare-feu va pas vous arrêter le port 80 et le port 443. Sinon, votre serveur web ne fonctionnera plus. Donc, on passe par du port 80 et 443. Ensuite, après, il existe des rebonds. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent cet exploit pour faire des rebonds. Donc là, bien sûr, si uniquement le port 443 et 80 sont ouverts, les rebonds ne passeront pas par des ports 8888 ou 9090 suivant l'attaque et l'exploitation que vous allez utiliser. Voilà. Donc, si on est sur le même réseau, effectivement, on peut faire des choses comme ça. Mais si on n'est pas sur le même réseau et derrière un firewall, on est protégé, mais pas le 420 et le 443. Voilà. Merci, Alain. Merci Alain. Je vous en prie. Alors, on continue un petit peu les démonstrations. Donc, vous pouvez joindre un serveur que nous avons mis en ligne qui s'appelle dnslog.fr, qui est la réplication, c'est pas du tout le même code, mais qui est la réplication d'un serveur que vous avez peut-être vu dans différentes communications, puisque beaucoup de gens l'ont utilisé pour démontrer un certain nombre d'attaques vis-à-vis de Log4j, qui est dnslog.cn. On s'est assez vite posé la question chez Adista de ne pas utiliser ce dnslog.cn qu'on ne connaît pas, donc on ne sait pas ce qui est logué par cet organisme, et que finalement le fait de tester sur ce serveur ne nourrit pas potentiellement quelqu'un qui pourrait réutiliser à la base. Donc on a décidé de recréer ce service et on vous l'a mis à disposition en ligne. Bon, après, à vous de nous faire confiance lorsqu'on vous dit que nous, de la même manière, on ne va pas garder les logs et on ne fera aucun traitement des logs. Mais voilà, c'est un service qui a été développé et mis en ligne par Adista. Qu'est-ce que fait dnslog.fr? Il fait quelque chose d'extrêmement simple. Il va juste écouter les requêtes DNS, donc la résolution d'une adresse IP par rapport à un nom, et dire s'il a vu passer la requête ou s'il ne l'a pas vu passer. Lorsque vous êtes sur DNSlog, vous voyez ici qu'on vous propose un nom de domaine, Z6V196 DNSlog, etc. La moindre requête sur ce domaine, et je vais en faire une, c'était un A, je crois que j'ai oublié de copier, A, non c'était un Z, voilà, Z. Si je fais averti, tac,
je requête, évidemment rien ne me répond, mais DNSLog me dit j'ai vu passer un certain nombre de requêtes sur cette adresse à tel moment. DNSLog ne fait que ça. Alors pourquoi on a fait ce petit outil? Simplement parce que donc on va reprendre le log4j exploit qu'utilisait Alain il y a quelques secondes, et on va faire tourner l'attaque sur ce serveur. On va d'abord faire une attaque protocolaire. Vous pouvez le faire en ligne de commande, j'ai envie de dire toute simple, hein, pas besoin d'outils particuliers pour pouvoir taper cette ligne de commande. Qu'est-ce qu'on dit? On va dire, je vais aller chercher la page web de logexploit et je vais, de la même manière, essayer d'injecter, on va l'appeler S01 si ça vous va, je vais essayer d'injecter cette adresse-là pour que le serveur aille m'exécuter le code qui est à cette adresse-là. FXP, je vais essayer de ne pas faire d'erreur en copiant, voilà. Et donc, simplement, la requête est envoyée et on voit que le serveur a bien tenté d'aller chercher quelque chose à cette adresse pour l'exécuter. Si vous êtes un petit peu feignant, ce qui est mon cas, vous trouverez sur Internet, et on vous laissera les URL qui vont bien si vous voulez, les tests complètement automatisés, et qui vont en plus utiliser un certain nombre de mécanismes. Alors, je vais virer trop. Qui vont utiliser en plus un certain nombre de mécanismes pour modifier l'adresse et la faire passer de différentes manières pour qu'elle ne soit pas détectée par certains mécanismes de protection. Donc, c'est un mécanisme qui va aller un petit peu plus loin. De la même manière, ce scanner va tester différents payloads et on va pouvoir vérifier ici que effectivement, le serveur continue à essayer d'exécuter du code. On est sur la vulnérabilité protocolaire, on est sur un serveur web. Alors on dit web, mais si c'est un serveur SIP, un serveur de voix et qui log en Java, vous aurez le même souci. Ce n'est pas lié au protocole HTTP ou HTTPS, c'est lié au fait que la machine enregistre des logs sur son serveur. Mais on est sur un serveur qui est exposé. Alors exposé, ça veut dire que l'attaquant y a accès par Internet, mais s'il est sur le réseau interne, ça marche aussi avec des machines internes. Vous avez parlé de Symbiose, ça c'est l'interface de Symbiose. Lorsque vous avez un numéro de téléphone chez Alista, vous pouvez gérer l'ensemble de vos paramètres, de convergence, etc. sur l'interface Symbiose. Et ici, vous avez l'interface de pré-prod. C'est exactement la même version de code à date de jeudi dernier. Et volontairement, on a bloqué les releases sur cet environnement-là. Donc là, c'est l'identifiant. C'est là où, en tant que client, vous vous connectez, vous mettez votre numéro de téléphone, votre mot de passe. Et bien, au lieu de mettre mon numéro de téléphone et mon mot de passe, je vais mettre ma fameuse chaîne d'injection, mon $GNDI quelque chose. On va le mettre. Hop. On va lui mettre un petit nom pour le reconnaître. Symbiose. Point. Alors, je vais rechercher, j'ai oublié le nom de mon domaine ici. Voilà. Je le mets ici. Hop. Alors, les points sont pas au bon endroit. Voilà. Pour être bien sûr, je peux le mettre à peu près dans tous les champs que je rencontre sur mon site web, si c'est un champ de recherche, si c'est je ne sais quoi. Alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir m'authentifier avec ces identifiants-là, mais mon serveur a bien essayé d'aller se connecter pour aller exécuter quelque chose. Donc voilà. Et si je vous fais tourner le même script Python là, que je vous ai montré sur ce serveur, il ne renverra rien, parce qu'on n'est pas sur une faille protocolaire, on est sur une faille d'injection. Vous voyez le côté extrêmement simple pour activer. Et donc, si j'avais mis quelque chose de réel derrière cette adresse DNS, j'aurais pu exécuter n'importe quoi sur les serveurs qu'on vient d'utiliser. Alors, le n'importe quoi, on se l'est dit, ça peut être miner de la crypto-monnaie, c'est peut-être le moins pire qui puisse nous arriver. Ça peut être du ransomware, ça peut être d'extraction de données. Finalement, ça peut être simplement une ouverture de shell pour que l'assaillant fasse de la machine attaquée sa propre machine. Je vais te laisser la main, Jérôme Avon, pour que tu nous montres finalement, lorsqu'on est administrateur d'une machine, est-ce qu'on peut voir si Log4j est en train de fonctionner et quelle version on utilise? On ne t'entend pas pour l'instant. Ouais. Bonjour à tous.
Donc, je vous présente, tout le monde voit bien mon écran. On le voit, oui, Jérôme. Oui, ok. Du coup, on a installé un petit serveur Rundeck. Donc, voilà, un serveur Rundeck en version 3.3.8, donc qui est censé, enfin, qui est touché par cette faille. Donc, on va se connecter dessus. Et là, déjà, première chose qu'on peut faire, c'est un pgrep-fla Java. Déjà, savoir si Java est en train de tourner. Donc, effectivement, on a un système Java qui tourne dessus. Donc, on va... alors, petite ligne de commande qui va bien. Voilà, déjà, on va mettre ça en format lisible. Erreur. Voilà. Donc, on voit ici toutes les options qui sont données à Java. Et si on rajoute ici un petit grep, grep-i log, voilà. Donc, on a bien du log4j, d'accord, avec un fichier de propriété à activer, d'accord. Donc, déjà, dans ce premier cadre-là, ben, on se dit, attention, le système est peut-être vulnérable. Et donc, pour s'assurer, on va justement venir voir ici le fichier .war. Donc, c'est tout simple, il suffit de faire un petit dossier temporaire. Test log4, par exemple. Voilà. Et donc là, on va faire un unzip donc, de cette archive pour voir ce qu'il y a dedans, tout simplement. Voilà, donc Java fonctionne avec des archives contenant tout le code. D'accord. Donc, résultat, vous n'avez plus qu'à dire Java exécute ce fichier. Bref, donc je suis ici et donc je vais faire un find .ename donc étoile log4j. Voilà. Et donc, je trouve bien des versions 2.13, d'accord, de log4j. Et notamment, alors on voit mal. Hop. Voilà, donc j'ai bien les jars core 2.13 de log4j. Donc, par défaut, même sans tester, on se dit il y a un problème avec cet exécutable. Alors, deux solutions, bien sûr, patcher, c'est-à-dire installer une nouvelle version de ce fichier .war. Donc, Rundeck en propose d'ailleurs, qui sont mis à jour. Mais voilà, ça peut poser des problèmes dans la production. Donc, on peut aussi s'attaquer directement à une option. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut venir ajouter, alors, pardon, on peut venir ajouter ces deux variables qui viennent demander à log4j et à log4j2 de ne pas exécuter le code qui apparaît dans les logs, d'accord, comme a pu le montrer Olivier. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il suffit de redémarrer. Hein, on redémarre Rundeck, d'accord, et on vient vérifier que les deux lignes de sécurité ont bien été activées, et on sait, vous trouverez ça sur Internet, on sait qu'une fois qu'on a mis ces deux lignes de sécurité, on n'est plus du tout sensible à la faille. Voilà. Voilà comment patcher sans remettre en jeu la production. Voilà comment patcher un serveur Java avec Log4j dedans. Ouais, je vais profiter que tu es sur ces deux petits paramètres, Jérôme, parce que j'ai vu passer pas mal de questions sur la version et le côté vulnérable de la version 1. La vulnérabilité, en fait, elle est basée sur le fait qu'il y ait ce fameux lookup et cette fameuse exécution, entre guillemets, de quelque chose dans les logs. En V1,
cette option n'est pas activée par défaut et il y a peu de chances, ce sont vraiment des configurations très, très, très spécifiques pour que cela ait été activé. Donc, de manière générique, on peut considérer que la V1 est quasiment jamais vulnérable, sauf à ce qu'il y ait une configuration très, très, très spécifique faite dessus. Je vais les copier dans le texte. Merci, Jérôme. Et de rien. On a quelques questions du coup qui sont posées. Comment, après avoir trouvé des logs de scan de différentes chaînes ou de tentatives d'exploit, comment peut-on savoir si on a des indices effectifs d'exploitation? La première méthode, c'est de regarder les logs. Puisque, bonne nouvelle, comme c'est une vulnérabilité qui se base sur les logs, bah, on a des traces dans les logs. Alors, à moins que l'attaquant ait déjà téléchargé quelque chose de malveillant, qui ait pris le soin de nettoyer les logs. Enfin, on est déjà sur une attaque hyper sophistiquée. Donc, la première chose, c'est de regarder les logs. Ça va vous permettre de voir s'il y a cette fameuse trace GNDI dans les logs. Si elle est présente dans les logs, ça démontrera de manière certaine qu'il y a eu une tentative d'attaque. Est-ce qu'elle a été jusqu'au bout? C'est-à-dire, est-ce que votre serveur a été téléchargé le source malveillant et l'a exécuté? Là, il n'y a pas de méthode absolue pour le savoir, malheureusement. Merci Olivier. Voilà, bah écoutez, effectivement, il reste à faire la remédiation, on a déjà un petit peu parlé. La manière la plus propre qui soit, c'est de mettre à jour vos librairies si vous avez la main sur vos environnements et donc de privilégier une version supérieure à 2.15, la 2.16 probablement. Si vous avez des logiciels commerciaux, précipitez-vous, entre guillemets, sur les mises à jour pour les appliquer. On ne l'a pas cité, mais SAP fait partie du lot, comme beaucoup, beaucoup d'autres sociétés. Jérôme nous a montré l'utilisation de variables d'exécution Java ou de variables d'environnement qui permettent de faire des actions assez immédiates, assez rapides, sans risquer d'impacter le code. Bon, et puis en guise de clin d'œil, il reste la solution québécoise. Il ne vous a pas échappé que nos amis ont tout coupé pour avoir le temps de tout vérifier, tout patcher, etc. avant de redémarrer. On va peut-être prendre les quelques questions qui restent. Brice, je vais te laisser nous faire un petit peu la lecture. Je vais juste prendre la dernière. Est-ce que les logiciels comme VMware sont touchés? Alors, on a une liste des produits qui sont potentiellement touchés qui est disponible ici. Je vous mets la liste qui est référencée aujourd'hui sur GitHub avec les différents éditeurs. On en a d'autres qui sont mises à jour régulièrement. Je vais vous mettre les liens dans le chat. Mais oui, VMware et la partie vCenter, par exemple, est touchée. Pour les autres questions, passer grosso modo sur tout ce qu'on a pu avoir au fur et à mesure. Il y avait une question sur la partie Windows. J'ai trouvé un petit bout de PowerShell qui explique comment détecter ce qui pouvait être vulnérable avec la version correspondante. Je l'ai mis dans le chat aussi. Alors, une question de Thomas, un petit peu taquine. À quoi ça sert d'exécuter du code depuis les logs? Pour être très clair, je ne connais pas le cas d'usage. Le JNDI, c'est une méthode de Java qui permet d'abstraire les API et de faire du remote code. C'est prévu pour ça. Pourquoi les développeurs de Log4j ont été instanciés ça au niveau du log? Je ne connais pas le cas d'usage exactement. Ah, mais Jérôme dit à tout. Alors, il y a peut-être une explication plus précise que moi. ou du coup, à tout avec, grâce à cette exploitation. Oui. Ah, pardon, excusez-moi, moi j'avais compris la question. À quoi ça sert dans un cadre normal? Dans un cadre normal, je n'ai pas forcément la réponse. Dans un cadre malveillant, effectivement, à tout. Oui. Est-ce qu'il y aurait également cette faille de sécurité avec Log4net? Je ne connais pas Log4net. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de réponse pour Log4net aujourd'hui. Je n'ai pas vu passer de pause.
Par contre, et de toute façon, le .NET n'autorise pas de téléchargement de classes nouvelles. Mécanisme utilisé dans JNDI en réalité. Amazon AWS est-il impacté? Alors, il est effectivement renseigné dans la liste présente sur GitHub que j'ai transmis. Dans quelle mesure et sur quel service, pour être exhaustif, je pense qu'il faut poser la question à Amazon, mais ils font bien partie de la liste présente sur GitHub comme étant vulnérables. De manière générale, hein, le moindre logiciel serveur Java a quand même énormément de chances d'être impacté puisque c'est une librairie qui est extrêmement utilisée. C'est une librairie open source qui est maintenue par la fondation Apache et qui est utilisée de manière assez généralisée puisque c'est une librairie qui fait bien son travail malgré ce bug. Je précisais quand même, c'est pas forcément une version serveur, c'est juste une version de Java qui log d'une manière ou d'une autre. Oui. N'importe quel client qui log peut activer la faille sur n'importe quel poste. Voilà, pas d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu, en tout cas pour l'instant. Moi, il y a un élément que j'aimerais rajouter, c'est qu'il faut bien noter aussi que même si on coupe la faille exploitée dans Log4j, avec les actions qu'on vous a montrées, si jamais elle a été exploitée, on n'a pas empêché du coup l'ouverture d'autres failles. C'est une réparation de cette faille-là dont on a parlé aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, peut-être la dernière question de Maxime Brouillard. Non, le vecteur peut être n'importe quel protocole, donc ça peut être un site web ou ça peut être n'importe quelle autre application client ou serveur. Le tout, c'est qu'elle log en Java. Et Log4j, oui, c'est la version 2.15, à partir de la version 2.15 qu'elle n'est plus vulnérable. Je vous remercie, vous avez été très nombreux. On va mettre cette vidéo en replay et tous vos contacts habituels sont évidemment à votre disposition pour répondre à d'autres questions ou vous accompagner sur ce sujet si vous aviez le moindre question ou la moindre sujet à partager avec nous. Merci beaucoup et très bonne fin de journée.